Alors, sur cette question de la transformation, comme l'a dit Francis dans son introduction, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles, extrêmement importants. Je voudrais juste revenir pour commencer sur le titre « Ne pas démolir une position radicale » que vous avez donné à ma présentation. Finalement, je trouve que c'est un peu regarder les choses à l'envers, ou regarder les choses... c'est une façon un peu différente de changer les choses. C'est un renversement. Parce que pour nous, ce qui paraît plutôt radical, c'est de démolir, parce que c'est sans appel. La transformation, c'est une attitude vis-à-vis d'un lieu, d'un paysage, d'un bâti, d'une situation urbaine existante. Et si on regarde ces lieux, ces situations de près, de l'intérieur, que l'on l'observe au plus près des choses, cela ne peut conduire qu'à une attitude précise, attentive. Si on comprend la vie des gens et des choses, si on comprend les relations, la diversité, la capacité d'une situation et le temps qu'il a fallu pour que cette situation se construise, alors démolir, tailler, écrêter, amputer n'a plus vraiment sa place, car au plus près, quand on est à l'intérieur, on ne peut plus être lourd. Les situations urbaines complexes, en dehors des centres historiques, souvent protégés, dont on ne parle pas, sont des nouvelles matières et la complexité offre toujours des capacités riches et pertinentes. Transformer, c'est avant tout porter un œil curieux, positif, sans penser a priori que ça ne vaut plus rien et qu'il faut tout recommencer. Transformer, c'est aussi inventer pour faire durer, compléter ce qui existe et qui a déjà une valeur. Transformer, c'est être au plus près des situations et d'une précision absolue. Une transformation ne peut être réussie que si l'on est attentif, si on conserve, si on observe, si on comprend. Quand on travaille sur un beau paysage, comme ce projet de maison au Cap Ferret en 1996, faire en sorte de garder tous les arbres de la pinède pour ne pas endommager le terrain, c'est une évidence. Ça semble aussi une évidence. Alors donc, pardon. Donc voilà. Ça semble aussi une évidence pour tout le monde, et il n'y a pas de discussion pour la conservation de l'architecture du passé, qu'elle soit domestique ou monumentale. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe de tenir et de proposer ce discours quand on travaille sur des situations urbaines existantes, comme ce projet ici à Saint-Nazaire, au Petit Maroc, un concours donc, sur lequel on avait été invité en 2004, où ce petit quartier, qu'ils appelaient le Petit Maroc parce que les pilotes des bateaux qui faisaient la navette entre Saint-Nazaire et le Maroc habitaient ici. Et donc, à la fois, on nous montrait ces images à la fois très belles d'un quartier existant, en nous disant « regardez le charme, regardez la beauté de cette situation », avec beaucoup d'images dans le dossier. Et effectivement, quand on visitait le site, on était assez... très vite, on pouvait rentrer dans la qualité de vie qui existait ici. Et en même temps, on nous demandait de remplacer les 36 logements qui étaient là, de les démolir, pour les remplacer par 55 nouveaux logements, parce que ces 36 logements existants ne répondaient plus tout à fait aux critères techniques ou même aux critères de surface actuels. Alors c'est un dilemme incroyable quand on a visité cet endroit, qu'on s'est attaché à ce point à regarder les choses, de se dire pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément casser pour améliorer ou pour reconstituer une situation qui n'est pas désespérée, mais qui ne donne plus complètement satisfaction. Alors à ce moment-là, le dilemme était encore plus grand parce que le règlement de la compétition imposait la démolition et mettait toute conservation hors concours. Mais c'était trop difficile de rester dans ce discours-là, et finalement, dans ce que nous avons proposé, c'était de dire on peut aussi travailler en addition, en ajouter, garder tout ce qui a de la valeur, le compléter
et avec ça, partir de cette situation et en faire une qui est beaucoup plus riche. Donc on avait proposé de... Pardon, je ne manipule pas très bien la machine. On avait proposé donc de garder les bâtiments qui avaient de la valeur, de proposer des extensions. Pour les bâtiments plus bas, de transformer les typologies, c'est-à-dire qu'en gros, dire qu'un petit 4 pièces devient un 3 pièces, c'est aussi une façon de remettre à jour un nouveau logement. Et puis sur les parties qui restaient du terrain, de compléter la quantité de logements par des logements supplémentaires. Et donc de travailler comme ça, en avant, en addition, et en correspondance avec les espaces existants qu'on retrouvera plus tard et que vous avez vu pour la tour Bois-le-Prêtre, et de profiter aussi également de capacités de surélévation que les plans d'aménagement donnaient. Et donc, partant de cet existant, et encore une fois, en se disant qu'on pouvait travailler avec, en site occupé, donc avec les habitants qui pouvaient, s'ils le souhaitaient, rester en place, et bien de proposer des additions comme ça, un peu chirurgicales, construites d'une manière tout à fait appropriée, et de garder ce qui existait autour et qui nous semblait faire le charme et la qualité des logements. Donc proposer ces extensions qui permettaient de basculer un séjour et de proposer un séjour plus grand, tout en gardant les situations existantes. Donc ici c'était facilité parce qu'on avait aussi des façades avec des portes-fenêtres qu'on pouvait immédiatement ouvrir sur des extensions. Et puis au-dessus, ces logements neufs ou à côté qui proposaient, elles, des nouvelles situations aux qualités requises aujourd'hui. Alors, ce projet n'a pas, il n'y a pas eu de suite, hein, puisqu'évidemment, on s'était mis de fait hors concours. Mais l'intérêt qu'il a eu a été de susciter avec le maître d'ouvrage à Saint-Nazaire une discussion très intéressante sur la question. Et donc même s'il n'a pas, bien qu'il ait cherché à le faire, même s'il n'a pas pu donner suite à ce projet lui-même, eh bien ça nous a amené avec ce maître d'ouvrage, Silène, sur d'autres terrains où des transformations sont engagées, notamment à Cité de la Chênaie, sur la transformation d'une petite tour de 40 logements avec densification. Alors par la suite, ou presque en même temps d'ailleurs, puisque ce travail, c'était en 2004, nous avons travaillé aussi de façon un peu plus générique et un peu plus théorique sur la question de la transformation, au moment où la politique de l'ANRU a été mise en place avec un programme massif de démolition de logements des logements modernes des années 60-70 et la reconstruction a priori un pour un de ces logements. Et cette démarche de l'ANRU nous a paru vraiment être une erreur au point qu'on a eu envie de rentrer dans cette situation et de se demander est-ce que l'alternative est possible et comment est-ce qu'on peut étudier cette alternative pour qu'elle soit viable, pour qu'elle produise les qualités qu'on attend et que économiquement elle fasse la démonstration qu'elle est aussi tout à fait pertinente. Parce que c'est vrai que dans ces démarches de transformation, la question de l'économie, il y a toujours cette idée qui traîne que finalement démolir et recommencer est forcément moins cher que transformer et ajouter. Donc c'était important pour nous de faire ce travail-là qui... on l'avait commencé et puis après nous avons reçu une aide du ministère de la Culture à l'époque par le ministre monsieur Ayagon pour développer cette étude. Donc je ne vais pas la développer aujourd'hui, mais on avait travaillé sur 5 situations qui faisaient partie des dossiers ANRU, donc où les démolitions étaient programmées, et ce qui nous permettait donc de voir de travailler très précisément et de faire à la fois de travailler sur l'architecture et de voir quelle était la capacité de ces espaces à se transformer et aussi sur l'économie, c'est-à-dire qu'on avait fait des études économiques très précises de ces cas-là. Alors très vite on avait abandonné celui-ci parce que c'était les Lodz à Rouen et qu'il y avait une démarche entreprise comme c'était une architecture remarquable. Mais finalement, je constate aujourd'hui que, en tout cas, il me semble que ces bâtiments vont être aussi démolis parce que la démarche n'a pas, semble-t-il, abouti.
enfin, sauf erreur de mon information. Mais on a quand même travaillé sur les autres situations et on a pu travailler très en profondeur sur tous les aspects techniques et économiques qui nous ont fini de nous convaincre que ces lieux, ces architectures, même si aujourd'hui elles donnent beaucoup de signes de vieillissement, d'insatisfaction, parce que par ailleurs l'urbanisme n'a pas assuré la continuité de l'équipement, du transport, parce qu'on a aussi additionné dans ces endroits-là des familles qui avaient tous des problèmes, des difficultés, et que c'est devenu donc des endroits socialement très difficiles. Mais si on se place du point de vue de la capacité des immeubles, eh bien on a dans toutes les situations, et quel que soit le mode de construction, on trouvait des situations qui permettaient d'ajouter et de les transformer pour les porter à un niveau de qualité très largement supérieur. Ce qu'on pouvait d'ailleurs, entre parenthèses, constater au passage, c'est que des immeubles de la même époque, qui étaient construits avec les mêmes principes constructifs, dont par exemple à Boulogne, les immeubles de Pouillon, ou d'autres dans le 15e arrondissement, ces immeubles qui ont ces mêmes caractéristiques, on n'a jamais pensé à les démolir parce qu'aujourd'hui ils sont bien habités, parce qu'ils sont dans des quartiers qui ne posent pas de problème, mais aussi parce qu'on peut constater que précisément sur ces immeubles-là, il y a eu une attention aussi plus importante des architectes à faire des espaces de qualité, que ce soit pour les halls d'entrée, que ce soit pour les communs, que ce soit pour les logements. Donc c'est aussi la comparaison de ces situations qui nous a amené à penser que on pouvait amener ces immeubles-là qui avaient été faits un peu rapidement, un peu sur des grandes échelles, mais avec quand même une intention un peu tout à fait généreuse de mieux loger les gens, eh bien on pouvait leur attribuer 40 ans ou 50 ans après ce qui n'avait pas pu être fait à l'époque. Alors par la suite, on a travaillé aussi sur... alors cette première étude n'a pas eu beaucoup d'écho puisqu'elle n'a même pas été diffusée en France, et en fait on l'a publiée, nous, chez un éditeur étranger. Par la suite, on a eu à travailler aussi de la même manière sur, par exemple, le cas de la Courneuve, où la problématique était de faire un exemple de rénovation de ce bâtiment, le Mail de Fontenay, avec environ 15 000 € par logement, ce qui est extrêmement peu pour faire une rénovation ambitieuse, alors que dans le même temps, pour plus de 100 000 €, il y avait la démolition, 200 000 €, la démolition et la reconstruction de Balzac. Et donc ça nous semblait, nous, une aberration qu'on puisse côte à côte, comme ça, faire cohabiter ces deux situations, en se disant on va faire un exemple ici sans argent et mettre beaucoup d'argent pour la démolition d'un autre. Donc la proposition qu'on avait faite, c'était de mutualiser l'argent des deux, et ce qui nous permettait donc sur ces 500 logements de pouvoir faire une rénovation à 60 000 € à peu près, et d'utiliser immédiatement cet immeuble qui avait été vidé pour la démolition pour engager les travaux de tiroir de l'autre opération. Donc là encore, cette opération n'a pas marché. Sur également notre situation qu'on a eu à travailler sur l'Arlequin à Grenoble, où là aussi il nous semblait que les immeubles l'ensemble pouvait rester dans son état là encore sans démolir, bien qu'il n'y ait pas de grosse démolition de prévu, mais sans démolir quoi que ce soit, et simplement en faisant un travail de qualité partout, et en gommant les défauts évidemment reconnus qu'il y avait sur ces bâtiments-là. Alors j'en arrive au Bois-le-Prêtre, puisque au fond, par rapport à toutes ces études, c'est un peu la seule réalisation qui finalise ce travail. Et donc la tour Bois-le-Prêtre, c'est un des immeubles qui fait partie à l'intérieur de Paris, en bordure du périphérique, des constructions des années 60 qui avaient été construites massivement à l'époque pour héberger des familles, donc en logement social. Donc cette tour, qui est la première ici, construite par Raymond Lopez, qui était à l'origine un beau bâtiment, donc qui avait été bien construit, bien conçu, avec évidemment les normes de l'époque, c'est-à-dire des façades papier presque, avec juste une paroi d'amiante, donc aucune isolation thermique, mais des qualités de logement
assez intéressante qui, d'ailleurs, se retrouve complètement dans la rénovation d'aujourd'hui, puisqu'on est quand même parti d'un très beau support et que ce qui a permis d'être encore mieux sur la finalisation. Donc c'est un immeuble qui offrait des pilotis avec une entrée généreuse, et puis après, à tous les niveaux, des loggias, des assez larges baies vitrées. Et dans le milieu des années 80, eh bien, une rénovation technique liée à l'amélioration d'énergie, donc sans aucun travail fin de considération de l'intérieur des logements, de la qualité qui était déjà là, pour finalement simplement apposer une peau avec un isolant, sans aucun discernement, qui a complètement dégradé la qualité des logements, fermer la lumière à l'intérieur, fermer les rez-de-chaussée pour les enfermer dans des espaces plus petits, sans aucune qualité. Et néanmoins, quand on a pu visiter la tour au moment du concours, parce que Paris Habitat et la ville de Paris avaient pris la décision de ne pas démolir, alors que cette éventualité avait été envisagée un temps, et donc lancer un concours sur les bases de sa métamorphose. Donc c'était le titre du concours. Et en fait, quand on visitait l'intérieur des logements, on pouvait voir que les gens avaient, les familles, les habitants avaient tous à peu près trouvé une façon d'être bien à l'intérieur, malgré tous les défauts que l'immeuble leur opposait, des ascenseurs trop petits, qui évidemment demandaient à être mis au goût du jour, la réduction des... Pardon, décidément. La réduction là où on avait des loggias, dont on voit encore ici les anciennes portes, eh bien l'isolation était venue se plaquer à l'avant sans aucune qualité, avec ses baies vitrées très, très hautes. Et ces intérieurs, tous très soignés, et des gens qui avaient malgré tout un attachement à cette situation. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand on visite 97 logements, que pour des raisons pour rencontrer les gens, mais aussi pour faire des relevés, eh bien, je pense qu'on ne peut être que sensible à ces situations-là. Et quand on repart d'ici, on n'a pas envie de juger si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. On a juste envie de dire, ces gens-là, il faut cet immeuble-là, il faut qu'on ajoute il faut qu'on change ce qui ne va pas, il faut qu'on ajoute ce qui manque. Mais si ça leur plaît d'avoir ces choses-là, eh bien, il faut que les gens puissent les garder. Donc, sans aucun jugement sur la question. Donc, tout l'attachement qu'on a eu au moment du concours était de travailler là-dessus. On voit ici donc ce que la nouvelle enveloppe avait créé, alors que, comme quelqu'un le disait dans le film, eh bien, les situations de vue sont ici exceptionnelles et qu'elles sont durables, puisqu'on a au pied un cimetière donc, et une vaste étendue libre. Donc la proposition qu'on avait faite au concours, c'était premièrement de dire on va travailler en site occupé, c'est-à-dire qu'on va s'arranger à faire la rénovation avec les habitants qui souhaiteront rester. Deuxièmement, effectivement, il faudra faire tous les travaux qui permettent de réparer ou de porter à un niveau de qualité tous les équipements techniques, que ce soit le chauffage, que ce soit la consommation énergétique, l'électricité, etc. Et puis, on va donner des extensions, parce que, notamment pour les logements T3, les surfaces étaient extrêmement petites. Donc cette exigence de travailler en site occupé, elle l'amène évidemment sur un terrain d'une conception de projet qui est complètement dédiée à ça, c'est-à-dire qu'on sait très bien que si on veut maintenir les habitants en place pendant les travaux, eh bien, il faut éviter des travaux très lourds, de remodeler la forme, de casser des gros murs porteurs, parce que sinon ça reste intenable. Donc il fallait travailler sur faire au minimum des travaux lourds dans l'immeuble, et donc le choix était plutôt de procéder par extension. Donc on a ici l'immeuble existant avec deux types de logements, un étage sur deux où on avait 8 logements, 4T2, 4T3 dans les angles, et un étage sur deux, c'était des 6 pièces, 4-6 pièces, donc qui occupaient en duplex, en semi-duplex. Donc c'est un peu tout à l'heure pourquoi on voyait les situations d'escalier
dans les logements. Donc la proposition était de dire sur les grands côtés, puisqu'on a les plus grandes façades ici, donc tous les logements qui donnent majoritairement là, on va créer une extension de 3 mètres qui permettra donc d'additionner un jardin d'hiver plus un balcon, de transformer complètement, de retirer la façade, en fait les 2 façades d'origine, puisque la façade d'origine avait été conservée, plus la façade 80, les 2 contenaient de l'amiante, donc avec déjà des traitements particuliers pour les retirer, et puis de remplacer par ici des baies vitrées toute hauteur qui permettront de faire communiquer à même niveau les séjours et les jardins d'hiver. Ensuite, quand le PLU le permettait, en tout cas la surface du terrain, la forme du terrain, eh bien on pouvait ajouter ici des extensions qui, elles, seraient des extensions de surface habitable, ce qui nous permettait donc de créer des nouvelles typologies, ici des T4, et ici donc de passer des T3 de 54 à 76 mètres carrés, donc et vraiment de les transformer dans des types T3 normaux, sachant que les T2, eux, étant déjà dans des configurations assez correctes et pouvaient donc bénéficier de cette extension. Ensuite venait le problème des circulations verticales, qui étaient assez problématiques, à la fois par l'étroitesse des ascenseurs, mais aussi parce que l'immeuble est configuré de telle sorte que les planchers du milieu sont en décalage d'un demi-niveau par rapport au plancher extérieur. Donc la situation d'avant, en fait, conduisait tout le monde à arriver au milieu et après à monter ou à descendre pour regagner son logement. Donc les creux qu'on avait ici dans l'immeuble nous offraient l'opportunité d'installer des ascenseurs ici de manière à ce que tous les niveaux soient desservis de plein pied, ce qui effectivement sur quelques étages a occasionné de déplacer des cuisines qui étaient situées ici dans cet interstice. Et ensuite après effectivement tous les travaux internes des travaux techniques. Alors la méthode, elle était de pouvoir travailler avec, toujours dans cette problématique de site occupé, de manière que les extensions soient des extensions greffées, c'est-à-dire qu'elles arrivent sous forme de produits préfabriqués, de manière à ce qu'on ait juste à les monter et à dissocier d'une certaine façon 2 chantiers, c'est-à-dire le chantier des extensions par l'extérieur et le chantier des rénovations intérieures, qui est donc un type de travaux beaucoup plus familier pour les offices HLM, puisque en permanence, ils font ce type de rénovation des intérieurs. Alors, ce module de construction, donc de plancher quasiment à sec, façade vitrée, façade de jardin d'hiver, nous permettait donc de venir, une fois la façade déposée, de venir se greffer en avant des planchers et d'attacher donc ces extensions qui étaient structurellement indépendantes, c'est-à-dire qu'elles sont autoporteuses, mais de les rattacher à la structure de l'immeuble pour reconstruire une stabilité générale au vent de l'ensemble de l'immeuble. Et donc d'empiler les modules comme ça, de cette façon, ce qui nous permettait donc à la fin d'arriver à couronner en partie donc l'immeuble par ces extensions. Après, il y a eu, à l'issue du concours donc, que nous avons remporté, il y a eu un temps de travail avec les habitants qui, très en amont du processus de concours, s'était organisé sous forme d'une amicale, d'une association, donc qui déjà, même en avant, avait été consultée pour émettre des souhaits. Et donc, il fallait, après le concours et dans les phases études et pour la perspective du chantier, il fallait faire ce travail de comment intégrer les habitants, non pas dans une concertation, information légère, mais dans un processus de partenariat pour que, à leur place, et nous, à notre place d'architecte, on puisse préparer les conditions déjà de finalisation des études et ensuite de déroulement du chantier. Donc il y a eu un certain nombre de réunions qui étaient d'abord thématiques et puis après un peu plus individuelles. Et sur la fin, eh bien, un certain nombre chacun a pu voir sa nouvelle situation et aussi choisir quelques petits travaux à la carte qui étaient proposés. Donc ça, c'était les relevés qui avaient été faits très précisément, logement par logement. C'était aussi une façon simplifiée aussi de rentrer en contact avec les gens, parce que c'est pas si simple de rentrer en contact avec les habitants, parce qu'ils
Ils expriment qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de parler, d'exprimer leurs besoins. Et là, à travers les relevés, eh bien, c'était des discussions finalement assez faciles qui pouvaient s'introduire. Ensuite, il y a eu des enquêtes qui ont été faites par Paris Habitat et par des personnes extérieures de manière à mieux comprendre la composition de l'immeuble et de savoir quels étaient un peu les souhaits des habitants par rapport à leur logement ou par rapport à leur type de logement. Et donc, ayant été dit à la première réunion que toutes les familles qui souhaitaient rester pourraient le faire, donc ce qui avait aussi contribué à très largement apaiser un climat d'inquiétude auprès des habitants. Donc cette enquête avait montré que à peu près 60% des habitants souhaitaient rester dans leur logement parce qu'il leur convenait en termes de typologie, d'emplacement, etc. Et que 40% souhaitaient changer, soit pour un appartement plus grand, parce que c'est une famille plus jeune qui avait grandi, soit pour un plus petit, parce que c'était une famille, un couple âgé qui avait eu un grand logement et qui préférait un petit. Donc tout ça a été soigneusement discuté, ainsi que la question des loyers, des évolutions de loyers, sachant que en contrepartie, il y avait des économies de charges très substantielles qui étaient apportées par d'abord cette nouvelle enveloppe de jardin d'hiver qui permettait d'être très performant sur l'économie de chauffage sans installation complémentaire de technologies type panneaux solaires ou photovoltaïques. Et puis ensuite, donc, la discussion sur les loyers et sur les nouvelles affectations. Donc, ce qui nous donnait à l'arrivée ces mouvements dans l'immeuble, ce qui explique que finalement certaines personnes ont changé de logement, et donc ceux qui changeaient de logement, eh bien, leur appartement de destination était refait en totalité, alors que ceux qui restaient dans leur logement, eh bien, il y avait une partie qui était conservée parce que certains tenaient à leur séjour, à leur chambre, telle qu'ils l'avaient eux-mêmes fabriquée. Alors, ce qui, par contre, a été changé pour tout le monde, ce sont les salles de bain, parce qu'il fallait une remise à niveau pour tout le monde de ça. Voilà. Donc après, on est passé, une fois que toutes ces choses-là ont été mises au point, qu'il y a eu entre-temps aussi la fabrication d'un prototype qui a permis aux locataires de venir visiter, puis de voter très largement en faveur du projet. Et après, donc, on a commencé les phases d'études. Ensuite, la réalisation du prototype, donc, qui a été fait dans l'atelier de l'entreprise. Et après, donc, le démarrage du chantier, avec un soin très particulier, évidemment, qui a été apporté sur la gestion du confort des locataires pendant le chantier, alors que ce soit une personne dédiée de l'entreprise, une personne dédiée du maître d'ouvrage et une personne dédiée de la maîtrise d'œuvre qui s'occupait tous les jours de cette question-là, avec des nettoyages tous les soirs, des communs, des appartements dans lesquels on avait travaillé. Donc une petite infrastructure qui a été très attentive à cette chose-là et qui a permis que, avec les perturbations que le chantier a introduites, eh bien les choses soient acceptées relativement bien. Donc ça, on revient sur l'immeuble de base. Et puis, donc petit à petit, c'est cette élévation de modules, sachant que on avait un petit peu entre-temps modifié la méthode et qu'on a d'abord complètement refait les façades avec des garde-corps provisoires, parce qu'il fallait un temps de fabrication aussi, de préfabrication de ces modules. Et après, donc, les modules qui sont arrivés avec plancher, balcon, la façade du jardin d'hiver qui était posée dessus pour pouvoir la monter. Et on a monté ça comme des tables à raison d'environ 6 modules par jour, sachant que quand on avait un ensemble stabilisé, comme un ensemble d'une colonne ou une demi-colonne, eh bien, on pouvait ouvrir les baies vitrées du séjour, et à ce moment-là, le jardin d'hiver devenait appropriable. Donc voilà le scénario des extérieurs, et en même temps, le chantier des intérieurs avait aussi commencé. Et donc voilà le résultat final de cette transformation de la tour avec agrandissement. Alors, il est certain que l'immeuble de base avait beaucoup d'intérêt, donc ce qui a doublé la qualité aussi à l'arrivée. Il est sûr aussi que si l'immeuble n'avait pas été transformé
de cette manière dans les années 80, peut-être que la transformation qu'on aurait proposée n'aurait pas été la même, parce que évidemment on n'aurait pas eu, mais il était déjà tellement endommagé que eh bien, cette question ne se posait plus du tout de la même manière. Donc voilà, et puis maintenant une petite visite des choses, des appartements finis, même si vous avez eu déjà un aperçu dans le film. Donc ici la nouvelle entrée, donc transformation de tout ça, les extensions, donc et la création d'un nouveau hall d'entrée, la mise à niveau aussi par modification du sol, la mise à niveau de plein pied du hall qui avant était à 1,50 m au-dessus du sol. Le nouveau hall avec ici le bureau de la gardienne qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus accueillant qu'auparavant. Et puis après, les intérieurs, eh bien, de passer de cette situation-là à cette situation ici, donc avec ces grandes baies vitrées, donc qui elles ont une très bonne performance isolante, et puis les jardins d'hiver, qui eux sont des tampons thermiques et qui sont à la fois par leur dimension eh bien, des extensions des surfaces de séjour dont on voit qu'elles sont pleinement utilisées par les habitants. Donc ce qui était intéressant aussi, c'est d'analyser par rapport à cette transformation, pour les mêmes raisons qui sont les nôtres aujourd'hui, de performance énergétique, eh bien, on peut vraiment tirer la leçon de ces transformations des années 80 que si on ne se préoccupe pas de donner une plus-value à l'espace des logements, à la qualité de vie, eh bien on refera la même erreur qu'on a fait dans les années 80 en réhabillant avec des fleurs ou des couleurs ou des têtes de poètes les immeubles sans chercher à leur donner une plus-value intrinsèque, fondamentale et qui sera durable pour très longtemps. Donc voilà quelques images de la tour finie. Donc ces travaux ont été finis à peu près en novembre 2011. Il y a encore évidemment quelques fins de chantier comme toujours, des petites choses à améliorer, à revoir. Je pense qu'aujourd'hui les locataires commencent à sortir un peu de la perturbation qu'ils ont connue et je pense qu'ils commencent à rentrer maintenant dans le vrai plaisir de l'appropriation des espaces. Voilà, cette dame âgée, par exemple, qu'on entend un moment dans le film, eh bien, elle voulait absolument garder son séjour sans aucune intervention. Donc, on a pu faire attention qu'elle garde ses tableaux, ses papiers peints, sa cuisine. Et puis, son action à elle a été de basculer son canapé dans le jardin d'hiver. Et la connexion, donc, avec les jardins d'hiver et ces vues qui sont aujourd'hui très largement données sur la ville. L'amélioration acoustique a été aussi très conséquente, notamment par rapport au côté périphérie. D'une part, évidemment, par la première paroi des jardins d'hiver qui atténue un peu les sons et aussi par la bonne performance des vitrages qui ont été mis de ce côté-là. Alors juste quelques chiffres pour donner la surface générale d'extension, donc c'est 40%, c'est-à-dire qu'on est passé de 8 900 m² à 12 460 m² de surface hors œuvre, 96 appartements à 100 appartements, en créant aussi des nouvelles typologies, notamment des T4 et des T5 qui n'existaient pas avant. L'addition des jardins d'hiver, elle va de 22 m² à 60 m² par logement, donc selon la configuration et selon la typologie. Cette nouvelle enveloppe additionnée avec le remplacement des chaudières, avec des remplacements de réseaux, etc., nous a conduit à une économie de la consommation d'énergie de 50%, c'est-à-dire qu'on est arrivé aujourd'hui à 80 kWh EP par mètre carré. Le coût des travaux est de 11,2 millions d'euros net, à comparer donc avec l'étude démolition-reconstruction que Paris Habitat avait faite avant de lancer le concours, donc qui était de 20 millions d'euros, et donc ces travaux réalisés en site occupé. Alors, c'est vrai que c'est évidemment très important que ce projet ait eu le prix de l'écart d'argent, parce que ça met en lumière aussi cette attitude. Et le souhait qu'on pourrait avoir, c'est que cet écart d'argent montre plutôt la question du fond, la question de la méthode, la question de l'attitude,
beaucoup plus que de s'attacher à la transformation plastique de l'immeuble, parce que cet immeuble, avant de parler de transformation, parle aussi très profondément des questions d'habiter et de ce qu'aujourd'hui, dans la ville contemporaine, eh bien, on doit produire en termes de conditions et de qualité de logement à tous les habitants. Voilà, je vous remercie.